Alors, on va plonger directement dans une véritable fouille archéologique, mais version mathématique. Imaginons un instant, c'est un truc de fou. Un manuscrit de 1998 qui essayait, littéralement, de réécrire toutes les bases de la physique théorique. C'est l'histoire d'un texte resté complètement dans l'ombre pendant des années et qui cachait des intuitions absolument brillantes sous des strates d'équations ultra complexes. Et ce décryptage d'aujourd'hui prend ce document pour ce qu'il est vraiment. Pas comme une théorie parfaite, finie, emballée avec un petit nœud. Non, c'est un point de départ. C'est un artefact inestimable de la découverte scientifique. Le but, ce n'est pas de moderniser artificiellement le texte, mais de comprendre ce qu'il avait déjà dans le ventre à l'époque, de façon brute, avec tous ses éclairs de génie et ses erreurs de parcours aussi. Au programme pour nous, on commence par l'artefact historique en lui-même, ensuite on nettoiera les failles mathématiques pour en extraire l'idée centrale, on s'attaquera ensuite au fameux mystère de la page 36, avant de terminer sur sa reformulation moderne. Allez, c'est parti. Première étape, l'artefact historique et cette ambition dingue d'étendre l'espace-temps. Pour bien capter le concept, il faut s'arrêter sur cette notion de fibre interne hyper complexe. L'idée de base, c'est que la gravité, ce n'est pas juste une affaire de courbure de notre bon vieil espace-temps en 4D. Pas du tout. Il faut s'imaginer qu'à chaque point de l'espace, absolument chaque point, on vient attacher un espace mathématique interne parfaitement invisible. Et la nouveauté, c'est que la variation ne dépendrait plus seulement de la géométrie classique, elle impliquerait cette structure cachée en pleine évolution locale. C'est littéralement vertigineux. Ça donne une toute nouvelle dimension à la gravitation. Deuxième étape, les failles mathématiques. Parce que oui, il faut un peu nettoyer tout ça. Bon, on ne va pas se mentir, quand on regarde les équations d'origine, c'est un peu le chaos visuel. Mais c'est typique de la recherche à l'état brut. L'auteur a littéralement tout mélangé. Les coordonnées d'espace-temps se retrouvent complètement intriquées avec les bases internes, les indices grecs et latins utilisés de manière totalement incohérente, le champ potentiel lui-même souffre d'une ambiguïté profonde, on oscille sans cesse entre l'électromagnétisme pur et un champ d'échelle de type Weyl, et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a même pas de principe variationnel clair pour faire tenir le système debout. Bref, tout est un peu embrouillé. Du coup, l'enjeu crucial de la relecture moderne, c'est vraiment de faire le tri. D'un côté, on garde absolument les intuitions visionnaires, cette idée de connexion totale, la courbure décomposée, et l'idée géniale qu'une source effective peut venir de l'intérieur. Mais de l'autre côté, il faut lâcher prise sur les hypothèses hâtives. Fini les coordonnées hyper complexes posées au même niveau que l'espace-temps classique. Fini l'identification directe à l'électromagnétisme. Et surtout, on oublie les conclusions un peu trop rapides qui prétendaient résoudre le paradoxe quantique EPR comme par magie. Ce qui nous amène à notre troisième point, l'idée centrale. On extrait enfin le diamant. Si on visualise ça sous forme de bloc de construction, la véritable nature de la connexion totale devient super claire. La courbure totale de l'univers, ce n'est pas juste la gravitation de Riemann, c'est en fait un mix de 4 secteurs qui interagissent. On a la gravitation classique, un facteur d'échelle lié à Weyl, ce fameux secteur interne hyper complexe qui agit un peu comme un champ de Young-Mills, et enfin les termes de couplage mix qui lient tout ce beau monde. Et ça, c'est vraiment la fondation hyper solide de cette théorie. Passons au point 4, le cœur du suspense, le mystère de la page 36. C'est l'heure de déchiffrer le code. Parce qu'au beau milieu d'une véritable tempête de variables, de commutateurs et de transports géométriques, une question évidente s'impose. Qu'est-ce que la page 36 essayait de calculer au juste? Quel était le but de toute cette complexité? Et voici la fameuse équation brute. Elle est, disons-le, super saturée. On y voit l'auteur qui tente, un peu désespérément d'ailleurs, d'évaluer une densité effective, qu'il note ρ_e. Il essaie de relier une distribution physique à une variation de la base hyper complexe interne. Alors mathématiquement, ça coince encore pas mal, les indices se rentrent dedans, ce n'est pas vraiment tensoriel, mais l'intention derrière, la force de l'intuition physique, elle crève les yeux. Et c'est là qu'on arrive à cette simplification fascinante de l'analyse moderne. Une fois qu'on a nettoyé les indices, qu'on a posé la bonne métrique interne, eh bien toute cette page ultra chaotique se résume à une relation d'une élégance absolue. La densité effective est tout simplement proportionnelle à un invariant interne hyper complexe. Boum! La charge n'est plus juste un paramètre qu'on ajoute artificiellement, elle devient la conséquence mathématique directe de cette dynamique invisible. C'est brillant. Ce qui nous propulse vers notre 5e et dernière étape. La reformulation moderne. On polit le joyau. Quand on suit la chronologie de ce document, ça nous rappelle vraiment à quel point la science prend du temps. Ce n'est jamais une ligne droite. L'étincelle initiale frappe en 98, dans un manuscrit bourré de défauts. Il a fallu sa sauvegarde providentielle en 2015 et surtout cette traduction analytique hyper patiente en 2026 pour lui donner enfin la grammaire correcte. La vraie découverte, ça se peaufine sur des décennies. L'aboutissement de cette longue relecture, le message conceptuel à retenir, est exceptionnellement profond. Ce que l'on observe tous les jours, expérimentalement comme étant une masse ou une charge, eh bien ça pourrait n'être qu'une ombre.
Ce serait la projection pure et simple d'une courbure interne hyper complexe. Un monde géométrique insoupçonné, tapis, caché dans chaque parcelle de notre espace observable. Et ça nous laisse sur une réflexion presque philosophique absolument vertigineuse pour clore ce décryptage. Si notre réalité physique la plus concrète, la plus palpable, n'est finalement que la projection d'une géométrie cachée, on est en droit de se demander quelles autres fibres secrètes, quelles autres structures invisibles dictent en ce moment même les lois fondamentales de notre univers, en attendant d'être enfin exhumées par les mathématiques.